Si tu travailles en Suisse ou que tu comptes le faire, une question se pose forcément. Est-ce qu'il vaut mieux vivre en Suisse ou rester frontalier en France? C'est une décision qui peut avoir un vrai impact sur ton quotidien. Salaire, impôts, logement, transport, qualité de vie. Il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend vraiment de ta situation. Si tu es célibataire, certaines options seront plus avantageuses pour toi. Et si tu as une famille, les priorités ne sont pas les mêmes. Dans cette vidéo, je vais comparer les deux cas point par point avec des chiffres et des exemples concrets pour t'aider à y voir plus clair. Et à la fin de cette vidéo, tu devrais être en mesure de savoir ce qui est le mieux pour toi. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La question à laquelle nous allons répondre tout au long de cette vidéo, c'est est-ce qu'il est préférable dans mon cas personnel de vivre en Suisse ou en frontière française? Et pour ne pas que la réponse soit trop générale, nous allons prendre deux sujets d'études pour lesquels, vous allez le voir, les résultats peuvent être totalement différents. Le premier profil de cette étude, il s'appelle Arthur, il est actuellement résident français puisqu'il travaille en France et il cherche à travailler dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud. Il a un niveau d'études élevé puisqu'il a des diplômes ou alors il a une forte expertise dans des secteurs bien particuliers. Il peut être plaquiste, gynécologue, développeur full stack par exemple. Et il a donc deux options qui s'offrent à lui, il peut faire le choix de vivre en frontière côté France ou de vivre en Suisse. Le deuxième profil qu'on va étudier dans cette vidéo, c'est le profil familial, je les ai appelés Maxime et Marion. Ils sont en couple, ils vivent sous le même foyer fiscal, ils peuvent être en concubinage, pacsés, mariés, et ils ont ou non un ou des enfants. Ils ont un niveau d'études élevé ou une forte expertise dans un secteur spécifique. Désormais c'est la même chose, ils ont deux options qui s'offrent à eux, vivre en France ou vivre en Suisse. Dans la suite de toute cette analyse, on va étudier les différences entre vivre en France et vivre en Suisse pour ces deux profils. Et naturellement, tu devrais très facilement savoir lequel de ces profils est le plus proche du tien. Ce que je te propose désormais, c'est de définir ensemble le cadre d'études et les différents facteurs qu'on va passer en revue et comparer. Le premier bloc d'études est consacré au lifestyle et donc à la qualité de vie dans le sens large du terme. On va donc se pencher sur l'environnement, le transport, l'éducation et les activités proches de ton lieu de résidence. Le second bloc, quant à lui, est consacré aux finances personnelles et là on va parler de chômage, de retraite, de budget, de reste à vivre, de coût de la vie, mais ça sera un peu plus tard. Petit disclaimer, j'ai limité l'étude au canton de Genève et au canton de Vaud, dans lequel l'écrasante majorité des Français travaillent et dans lequel j'ai personnellement vécu. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer, c'est parti. Le tout premier point qu'on va comparer, c'est l'environnement de vie lorsqu'on vit en frontière française ou en Suisse. Et on va commencer avec la frontière et pour ne pas que la vidéo dure 3 heures, on va s'attarder sur les agglomérations principales. Saint-Julien-Genevois et Annemasse pour le département de la Haute-Savoie, ainsi que Divonne-les-Bains et Ferney-Voltaire pour les départements de l'Ain. Et pour avoir le point de vue le plus objectif possible, j'utilise le site villeideale.fr pour avoir les commentaires des habitants de ces villes. Déjà du côté de l'Ain, on se trouve au pied du Jura, donc les villes sont relativement vertes et on peut souvent avoir une vue vers les chaînes montagneuses. La ville de Ferney, elle, c'est la ville dortoir du coin dans laquelle on peut accéder à Genève très rapidement, mais pour laquelle la culture, le service et les commerces laissent à désirer. La ville de Divonne-les-Bains, elle, c'est l'opposé, c'est la ville familiale. Par définition, on retrouve beaucoup plus de commerces, beaucoup plus de services, un casino, un théâtre, un lac, etc. Néanmoins, elle est beaucoup moins bien desservie par les transports en commun. Mais le gros point rouge de toute cette zone, c'est la santé. En effet, dans ce secteur précis et plus généralement dans toutes les zones frontalières, on a un désert médical qui est assez criant, étant donné que la majorité des médecins, radiologues, cardiologues, etc. préfèrent travailler dans des hôpitaux suisses. Il est donc très fréquent de voir des gens qui habitent à moins de 2 km d'un hôpital suisse, mais qui vont se faire soigner à Lyon ou à Paris pour pouvoir être pris en charge par leur assurance maladie. Du côté de la Haute-Savoie, les deux plus grandes villes qui sont plébiscitées par les frontaliers sont Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse. Et là, on observe que ce qui est reproché par les habitants de ces villes, c'est surtout la sécurité et la culture. Si vous aimez aller au cinéma, au musée ou aller voir des pièces de théâtre, vous allez très vite tourner en rond. Et du point de vue de la sécurité, honnêtement, tout est relatif. Ça ressemble un petit peu pour les personnes qui vivent en Île-de-France à la ville d'Ivry-sur-Seine. Pour la partie de la sécurité, je tiens quand même à contraster un petit peu, c'est pas non plus le Bronx. Ok, il y a 2-3 gars qui vendent des barrettes à la sortie du train, mais on n'est pas non plus sur une plaque tournante internationale. On trouve beaucoup de boucheries halal et de lieux de culte, notamment musulmans. Donc pour une partie de la population, ça peut mieux convenir que n'importe quelle autre ville du coin. Je pense plutôt que ces notations négatives viennent de résidents de longue date qui n'ont pas réussi à s'accommoder à l'évolution normale de leur propre ville dans le temps. En conclusion, si vous vous sentez déjà très bien en banlieue parisienne, il n'y aura aucun souci pour vivre à Annemasse, ni du point de vue de la culture, ni des commerces, ni de la sécurité. Par contre, si vous êtes habitué à vivre en petite campagne ou dans le 16e arrondissement de Paris, là c'est clair que ça va faire un choc. Notez enfin qu'il y a possibilité de s'excentrer bien évidemment de ces agglomérations principales dans laquelle vous pouvez aussi trouver des petites pépites. Je vous laisse en juger par vous-même.
Et du côté de la Suisse, là, c'est une autre histoire. Soit vous vivez dans Genève et vous vivez dans une ville super sympa. Au moins, il faut le dire, si vous êtes habitué à vivre à Paris, ça manque cruellement d'ambiance le dimanche. À peu près tous les commerces sont fermés. Par contre, j'étais assez agréablement surpris par la vie nocturne dans certains quartiers, notamment le vendredi et le samedi soir. Certes, beaucoup moins développée à Genève que dans la ville de Lausanne, mais tout de même. La ville de Lausanne, elle est un peu plus éloignée du lac, mais vous allez avoir toute la partie commerce, restaurant, culture et vie nocturne qui vont être extrêmement bien développés. Enfin, entre Lausanne et Genève, on a toutes les villes côtières et toutes les villes montagneuses au début du Jura qui offrent des vues panoramiques impressionnantes et souvent des vues depuis votre appartement sur le lac. Pour résumer sur la partie vivre en Suisse, on a donc 3 options: vivre dans une grande ville comme Genève, une ville un peu plus petite mais plus étudiante où ça bouge un peu plus comme Lausanne, et vivre entre les deux pour profiter de la nature, du lac et d'une vue sans se ruiner. Sans surprise sur la partie de l'environnement, c'est donc la résidence en Suisse qui l'emporte, que vous soyez seul ou en famille. En second point, on va regarder le temps de transport pour se rendre à son lieu de travail. Majoritairement, les frontaliers vont vivre dans la ville de Genève, donc j'ai fait une étude estimative du temps de transport moyen entre les transports en commun et la voiture pour se rendre à votre lieu de travail. Sur cette carte, j'ai représenté les endroits principaux où les gens de mon entourage et les gens que je côtoie vivent. Le premier cercle, donc à moins de 20 minutes, qui peut être en transport en commun ou même à pied, c'est si vous habitez dans le plein centre de Genève, avec notamment les quartiers des Eaux Vives, des Paquis, de Carouge et Plein Palais. Là, vous allez ressentir une vie classique de vie en grande ville, avec tous les avantages et les inconvénients que ça propose. La ville de Genève est relativement protégée des programmes neufs, donc souvent ça va être des appartements assez anciens. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette zone-là est aussi traversée par tous les gens le matin et le soir qui traversent la ville pour aller se garer dans le centre de Genève. Donc attention aux désagréments sonores si votre fenêtre donne sur la rue. Personnellement, j'ai dormi à Genève quelques mois et j'ai vécu sur l'axe assez commun de tous les frontaliers qui passent d'Annemasse jusqu'à Genève en voiture. Et certains matins, j'avais pas besoin de mon réveil pour me réveiller à 7h30 du matin parce que les klaxons français, ce qui nous fait une super transition vers Annemasse et plus généralement toutes les villes en proche frontière comme Ferney-Voltaire dans l'Ain, Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. Là, pour le coup, vous allez prendre majoritairement des transports en commun qui sont super bien développés dans le coin pour éviter absolument les bouchons au niveau des douanes. Pour toutes ces villes frontalières collées aux douanes, il faut compter environ entre 20 et 30 minutes de transport en commun. Puis en jaune, j'ai représenté les axes dans lesquels on peut rejoindre le centre de Genève en moins de 40 minutes. Par exemple, du côté de la France, on peut vivre du côté de Douvaine ou du côté de Valéry et prendre une succession de trains ou de bus qui vont nous permettre de rejoindre les grands axes très rapidement. Attention, côté France, plus on s'éloigne et plus les trains et les bus vont être de moins en moins fréquents. Et le fait de dépendre d'un bus qui passe une seule fois toutes les 50 minutes et qui s'arrête à 20h vous empêche 1. D'être libre sur votre temps de départ de travail, 2. De profiter de la ville de Genève, des commerces, des after-work, etc. lorsque vous êtes au travail. Si vous habitez dans la zone jaune du côté de la Suisse, je vous invite à télécharger l'application CFF dans laquelle vous allez pouvoir vérifier la fréquence des trains. Par exemple, pour rejoindre la ville de Nyon depuis la gare de Genève, il vous faudra compter une vingtaine de minutes avec un train toutes les 15 minutes entre 4h du matin et minuit. Le réseau de train est efficace, propre, calme, avec très peu de retard et comme si ça ne suffisait pas, avec une vue sur le Mont Blanc. Par contre, oubliez les tickets à 2 €, le train est extrêmement cher, mais on verra ça plus en détail dans la partie budget et reste à vivre dans cette vidéo. Enfin, j'ai représenté les axes les plus lointains qui permettent de rejoindre le centre de Genève en moins d'une heure, comme Lausanne côté Suisse, ou Évian et Thonon-les-Bains côté France. Notez que j'ai délibérément pas noté Annecy sur la map, parce que avec les temps de trajet, notamment les temps de bouchon autour des douanes, il faut largement plus de 50 minutes pour s'y rendre en moyenne. Donc voilà, avant de chercher un appartement dans une commune spécifique, pensez bien à vérifier le réseau routier et surtout la fréquence des transports en commun. Pour conclure sur la partie du transport, pour le profil numéro 1, il n'y a pas de réel avantage à distance égale entre vivre en Suisse ou en frontière. Néanmoins, pour le profil familial qui va beaucoup plus dépendre d'une voiture, on va favoriser une centralisation des lieux de centre d'intérêt pour éviter de passer sa vie dans les bouchons. Et donc, selon moi, la balance peserait encore une fois vers la résidence en Suisse. Le transport, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'éducation. Et là, ça va concerner uniquement notre profil numéro 2 de Maxime et Marion, qui est le profil de la famille avec un ou des enfants. Pour faire très simple sur cette partie-là, vous pouvez noter que les écoles privées en Suisse sont tout simplement hors de prix, donc j'ai les retire de l'analyse, et que les écoles publiques sont, elles, gratuites et plus qualitatives que les écoles privées qu'on peut trouver en frontière en France.
En frontière française, j'ai aussi compris que c'était un peu la guerre de trouver une place dans une école privée. Le système éducatif en lui-même suisse est très différent du système français. Pour résumer très facilement, en France, on a la séparation entre la voie généraliste et la voie professionnelle aux alentours du lycée, alors qu'en Suisse, on les a lorsqu'ils ont environ 9 ans. Les enfants commencent aussi l'école un an plus tard et vos enfants auront donc potentiellement un an de moins que tous leurs camarades. Pas de crainte sur cette partie, comme l'école en Suisse termine aux alentours de 19 ans, votre enfant en aura 18 et n'aura pas de décalage avec ses homologues français. Il peut d'ailleurs même se permettre de redoubler une année pour prendre le rythme si le besoin s'en fait ressentir. Aussi, le cadre est bien plus favorable à l'apprentissage avec une quinzaine d'élèves seulement par classe contre 25 en moyenne en France. De ce fait, on sent que les enseignants sont beaucoup moins sous tension et ça se ressent grandement dans la qualité de leur enseignement. Selon moi, sur le pendant de l'éducation, il est bien plus intéressant pour une famille de vivre en Suisse. Parlons des différences d'activités. Si vous habitez en Suisse, de manière générale, à peu près partout, vous allez avoir le lac qui est à proximité et toutes les activités nautiques qui en découlent. Vous allez donc pouvoir faire de la voile, de l'hydrofoil, du kitesurf, du paddle, tout sauf du jet ski, je vous vois venir, n'abusez pas quand même. Naturellement, la deuxième grosse activité qu'on a à faire dans le coin, c'est les activités de montagne, avec le ski l'hiver et les randonnées et le VTT tout le reste de l'année. Si vous êtes un skieur du dimanche, vivre dans l'Ain ou en Suisse proche du Jura va vous permettre d'accéder à vos premières pistes en moins de 40 minutes de voiture. Et ça, c'est tout simplement génial de pouvoir se décider à la dernière minute d'aller faire une après-midi de ski. Maintenant, si vous êtes un gros skieur et que vous ne jurez que par les Alpes, c'est sûr que ça sera beaucoup plus accessible si vous habitez en Haute-Savoie directement. Pour les activités sportives plus communes comme le foot, le tennis, le golf ou la boxe par exemple, ça va vraiment dépendre de la commune dans laquelle vous vivez, donc de manière générale, il n'y a pas de réel avantage entre les deux lieux de vie. Donc conclusion sur le point des activités, selon moi, on a globalement un ex-aequo. Si vous êtes très montagne, ski, VTT, etc. et que vous êtes motorisé, alors avantage pour la frontière. Et si vous êtes plutôt lac ou que vous n'avez pas de voiture, alors avantage pour la résidence en Suisse. Ok, sur toute cette partie sur la qualité de vie, on voit que c'est la Suisse qui l'emporte sans surprise, mais finalement assez légèrement. Mais là, je vous vois venir, scrogneux, ça sert à rien d'avoir un super cadre de vie si on n'a pas d'argent pour en profiter. Et c'est pour répondre à cette idée préconçue que va servir la deuxième partie de cette vidéo. Là, j'espère que t'as pas sauté ton jus d'orange ce matin parce qu'on va rentrer dans le dur, on va se pencher sur les chiffres et ouvrir des Excel. Petite pause dans cette vidéo pour te rappeler que tu peux t'abonner pour soutenir la chaîne, ça me boosterait énormément pour continuer à en faire plus. On reprend. Premier point, on va commencer léger avec la recherche d'emploi. Est-ce qu'il est plus facile de trouver un emploi lorsqu'on réside en Suisse et est-ce qu'il y a une différence au niveau des salaires? Et là, je ne vais pas faire trop de suspense, vous êtes légèrement avantagé si vous habitez en Suisse. Bon, déjà, tout simplement parce que vous allez pouvoir faire les entretiens beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir vous rendre disponible de manière beaucoup plus facile. Aussi, vous allez pouvoir échapper à une certaine discrimination de l'emploi dans certains secteurs et dans certaines sociétés. Je pense notamment à certaines banques suisses qui, pour s'assurer du respect du secret bancaire par ses employés, va uniquement recruter des personnes qui résident en Suisse. Ou alors de tous ces petits secteurs à taille humaine beaucoup moins développés en Suisse, comme par exemple le secteur du digital ou de la publicité, où tout le monde se connaît et se fait travailler entre eux en favorisant les personnes qui résident en Suisse depuis un certain temps. En dehors de ces cas bien spécifiques, je dirais tout de même que la résidence, de manière générale, n'est pas prise en compte ni dans les phases d'entretien, ni dans les phases de négociation de salaire. J'ai tout simplement beaucoup de mal à imaginer un RH qui, en phase finale de recrutement, hésiterait entre deux profils français et suisses et proposerait 10% de moins aux Français sous prétexte qu'il a des charges inférieures. Mais bon, je vous l'avoue, ça reste difficile à prouver et j'ai pas trouvé d'études sur le sujet. D'ailleurs, si on en croit les partis de droite en Suisse, ils nous volent notre travail! Il semblerait que les Suisses ne soient pas si avantagés que ça, c'est tout simplement le jeu de l'offre et de la demande. Bon, désormais, on va dérouler l'arc sur les finances et contrairement à tous les vendeurs de formation sur le sujet, on va pas uniquement te parler de salaire, mais tous les facteurs à court, moyen et long terme. D'ailleurs, pour les salaires, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'ai déroulé toute ma méthode dans une précédente vidéo que je te mets en description pour connaître ton équivalent une fois en Suisse. Bon, pour le salaire, on va pas trop revenir dessus. En tant que résident suisse, ça t'ouvre quelques portes si tu es dans le domaine de la finance, notamment pour quelques banques. Au-delà de ça, c'est assez similaire. Donc pour cette unique raison, la balance générale pèse très légèrement vers la Suisse. Pour ce qui est des impôts, désormais, je t'ai rassemblé tous les taux moyens qui sont pratiqués en France et en Suisse. Alors petit disclaimer, les impôts c'est un sujet complexe, il y a autant de cas particuliers qu'il y a de cas tout court. Les taux présentés ne sont sûrement pas tous exacts au pourcentage près, le but ici c'est de comparer des ordres de grandeur. Ceci étant dit, penchons-nous donc sur la différence entre les impôts et les taxes réalisés en Suisse et en France.
Et l'impôt principal auquel tu vas être sujet, le plus important, c'est l'impôt sur le revenu. Donc je te propose de s'attarder un peu plus sur celui-ci. Pour les frontaliers, l'impôt est payé en fonction des accords signés entre le canton dans lequel tu travailles et la France. Puis la Suisse reverse une partie à l'État français. Attention, pour les frontaliers, vous n'aurez pas accès à toutes les déductions fiscales suisses, qui sont généralement un peu plus avantageuses que celles en France, donc vous payerez in fine un peu plus d'impôts. Et si tu travailles dans le canton de Vaud, par exemple dans la ville de Lausanne, dans le canton du Valais, par exemple, dans les stations de ski, ou dans le canton de Neuchâtel, par exemple, à La Chaux-de-Fonds en tant qu'horloger, tu paieras tes impôts directement à la France et donc sur le barème français. Donc ce que je te propose, c'est de comparer tout de suite les barèmes d'imposition à la source français et suisse. Dans un premier temps, je t'invite à chercher sur Internet les barèmes d'imposition du canton de Genève ou de Vaud, par exemple, en fonction du canton dans lequel tu souhaites travailler. Attention, dans les barèmes suisses, les taux d'impôt sont donnés sur la base du revenu brut, alors qu'en France, on la donne sur la base du net imposable. Puis je te propose de passer sur Excel pour regarder des exemples bien concrets. Dans ce fichier Excel, on retrouve une première zone qui va calculer les impôts sur la base du barème français et une seconde zone en dessous qui calcule les impôts sur la base du barème suisse. Pour les barèmes suisses, j'ai pris les barèmes du canton de Vaud et de Genève, et je t'ai d'ailleurs rappelé les liens juste à côté. Puis j'ai fait 3 cas d'études, le premier avec notre cas numéro 1 du travailleur célibataire, le deuxième avec notre cas de famille, dans le cas on aurait 2 travailleurs et aucun enfant, puis un second cas de famille dans lequel on aurait un seul travailleur et un enfant. Pour le calcul français, on va calculer le revenu du foyer imposable, c'est-à-dire en retirant les charges salariales et 10% d'abattement. Là aussi, si tu te demandes pourquoi les charges salariales ne sont pas de 23 ou 25% comme on en a l'habitude en France, je t'invite à regarder ma première vidéo sur le sujet dans la description. Puis en divisant le revenu du foyer, on va avoir le revenu par part qu'on va faire passer dans la moulinette des impôts en fonction des tranches. Enfin, on va calculer la somme des impôts et on va le remultiplier par le quotient familial pour avoir le total d'impôts sur le revenu du foyer fiscal. Pour les résidents à Genève qui sont soumis au barème suisse ou pour les résidents suisses, ça va être légèrement différent. On va rejoindre les barèmes qu'on va trouver sur Internet et trouver le taux qui s'applique en fonction du canton. Par exemple, là, pour le canton de Genève, je vois que pour 120 000 francs suisses annuels bruts, on a un taux de 15,73% par exemple pour un célibataire, 5,53 pour un couple marié avec un seul enfant et un seul conjoint qui travaille, et 11,95% par exemple pour un couple marié où les 2 conjoints travaillent avec un seul enfant. On reproduit la même logique pour les différents cas d'études, et au lieu de te laisser trouver les conclusions par toi-même, je suis sympa, je t'ai fait le résumé sur 3 graphiques. Alors dans ces graphiques, on voit en orange les impôts qui sont payés par les résidents suisses, et en bleu les impôts qui sont payés par les frontaliers. Puis entre parenthèses, j'ai précisé le canton dans lequel la personne va travailler, et donc à quel barème elle va être soumise. Par exemple, s'il y a écrit frontalier GE, ça va être un frontalier qui travaille dans le canton de Genève. Et s'il y a écrit résident VD, ça va être un résident suisse qui travaille dans le canton de Vaud. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure de toute cette étude? Pour le travailleur numéro 1, le célibataire, qu'il soit frontalier ou résident, s'il travaille dans le canton de Genève, ça va revenir exactement au même avant déduction. Maintenant, s'il travaille dans un canton différent que le canton de Genève, il va avoir plus d'impôts en tant que frontalier que résident suisse. Pour le profil 2A, c'est-à-dire un couple marié avec 2 travailleurs et aucun enfant, on voit que même chose, s'ils travaillent dans le canton de Genève, ils sont imposés sur le même barème et payeront le même impôt, mais s'ils travaillent dans un autre canton, ils paieront largement plus d'impôts en tant que résident suisse que frontalier. Pour le profil 2B, c'est le même constat mais un peu plus nuancé, même chose s'ils travaillent dans le canton de Genève, et s'ils travaillent dans un autre canton, ils paieront légèrement plus d'impôts en tant que résident que travailleurs frontaliers. Si tu n'es pas couvert par l'un de ces cas, comme d'habitude, au lieu de te donner du poisson, je préfère te donner la canne à pêche. Je te laisse saisir ton mail dans le formulaire en description et je t'enverrai le fichier Excel présenté. Ainsi, tu auras uniquement à toucher les cellules en bleu, c'est-à-dire le taux de change, le salaire que tu prévois de gagner, le nombre de parts de ton foyer et le taux qui s'applique dans le canton dans lequel tu comptes travailler. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis intéressé à l'équivalent de la TMI, ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition qu'on connaît bien en France, mais pour le barème suisse. Et par exemple, avec un revenu de 120 000 francs suisses annuels bruts, si on augmentait l'année prochaine, ils seront imposés à hauteur de 28%. J'ai tiré le même exercice sur tous les revenus et on voit que la tranche marginale maximale en Suisse est de 30%. En d'autres termes un peu plus mathématiques, si ton revenu tend vers plus l'infini, ton taux d'imposition effectif lui tendra vers une trentaine de pourcents. Alors qu'en France, les tranches, on les connaît bien, si ton revenu tend vers plus infini, ton taux d'imposition effectif va tendre vers la tranche la plus élevée,
c'est-à-dire 45%. Donc le salaire, c'est bon, on a fait le tour, on voit qu'on est imposé en tant que résident suisse entre 0 et 30%, et en tant que frontalier entre 0 et 45, 0 et 30 si on travaille dans le canton de Genève, 0 et 45 si on travaille dans un autre canton. Puis on a l'imposition sur la fortune. En France, on a l'IFI que je ne compte pas ici parce que c'est très immobilier. En Suisse, ça va être une imposition sur ton patrimoine net, avec un seuil de 90, 100 cas en fonction des cantons et un barème donc progressif entre 0 et 1%. Par exemple, dans le canton de Genève, si tu as un patrimoine net de 1 million de francs suisses, tu vas devoir payer 3000 francs suisses annuels d'impôts sur la fortune. S'il a envie de te prendre monter une société, sache que les impôts sur les bénéfices sont imposés entre 12 et 20% en Suisse contre 25% en France. Pour ce qui est des dividendes, ils sont imposés à hauteur de 35% en résidence suisse, alors qu'ils sont soumis au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, autrement dit la flat tax, de 30% en France. Pour ce qui est des plus-values mobilières, c'est-à-dire vos ETF, vos actions, vos cryptos, etc., ils sont imposés à 0% en Suisse. Ils sont totalement exonérés d'impôts sur les plus-values. Nice. Et ça, c'est tout simplement magique. Contrairement à la France, où ils vont être là aussi soumis à la flat tax de 30%. Pour ce qui est des plus-values immobilières, en Suisse, ça va de 0 à 50%. Et en France, ça va de 0 à 36,2% au maximum. 0% dans le cadre d'une revente d'une résidence principale ou pour la revente d'une résidence secondaire détenue depuis plus de 30 ans. Pour ce qui est des revenus fonciers, en Suisse, ils sont imposés à hauteur de 20 à 30%, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'on va le voir plus tard dans la vidéo. L'immobilier est très difficile d'accès en Suisse. Pour la France, on commence à 0% encore une fois grâce à la niche du LMNP qui permet de ne pas payer d'impôts pendant 5 à 10 ans en fonction des cas. Petite parenthèse sur ce sujet, en France, en début 2025, la loi des finances a revu l'assiette imposable pour la niche fiscale LMNP. Le pourcentage imposé est donc le même, mais l'assiette est plus élevée et donc l'impôt final est plus élevé que l'année dernière. Puis dans tous les autres cas, et notamment en nom propre, on va payer sa tranche marginale d'imposition plus 17,2 de prélèvements sociaux. Donc si vous avez des gros revenus et que vous êtes dans la tranche à 45%, ça va faire 45 plus 17,2, soit 62,2 d'imposition sur les revenus fonciers. Et là, ça pique un peu. Enfin, pour les successions en Suisse, ça dépend des cantons. On va avoir la majorité du temps 0% pour les enfants, parfois 0% aussi pour les conjoints, et ça monte jusqu'à 45% pour les héritiers les plus éloignés. En France, on est entre 0 et 40%, 0 parce qu'il y a un abattement et 45 au maximum en fonction des montants hérités. On peut faire aussi un petit zoom sur la TVA. En France, on a 20% de TVA sur la majorité des produits, alors qu'en Suisse, le taux standard est de 8,1% depuis 2024. Pour fermer la parenthèse sur la TVA, on peut donc en conclure que lorsque vous achetez un produit en Suisse, il reste une plus grande partie dans la poche du commerçant que lorsque vous achetez le même produit en France. Payer des impôts, ça fait toujours un petit peu mal, mais c'est plus facile à avaler lorsqu'on sait où ces impôts terminent. On a 24,8% de nos impôts qui sont utilisés pour payer la retraite de Tati Daniel et 20,8% pour payer vos frais de santé ainsi que tonton Gérard qui va chez le médecin tous les 3 jours. Alors qu'en Suisse, on peut le voir dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud, le poste principal de reventilation de vos impôts, c'est l'éducation. On voit aussi qu'il y a 19% qui est utilisé pour la santé, c'est le même pourcentage qu'en France, alors que tout le monde paye une assurance maladie ultra chère et on le verra plus en détail dans la partie budget. Bon, pour conclure sur cette partie des impôts, tu vois que le résultat peut être relativement partagé. Mais pour résumer, si tes principaux revenus sont d'origine salariale, on a vu que le profil numéro 1, le profil célibataire, paiera moins d'impôts en tant que résident suisse que frontalier. On a vu aussi pour le second profil, donc le profil familial, qui paiera globalement moins d'impôts cette fois-ci en tant que frontalier que résident suisse. De plus, si vous avez un gros patrimoine, plusieurs millions, alors déjà je ne sais pas pourquoi vous regardez cette vidéo, mais soit, il y a aussi l'imposition sur la fortune suisse qu'il faudra prendre en compte. Aussi, si vous êtes propriétaire de logement en SCI ou en LMNP, ça ne rentre pas dans le cadre de cette étude étant donné qu'ils seront dans tous les cas imposés en France. Enfin, si vous êtes un investisseur d'ETF, actions, crypto-monnaies, que sais-je, et que vous avez des plus-values latentes que vous souhaitez cash out, alors un petit passage en Suisse pour être judicieux. Maintenant, on va passer à la partie que la majorité d'entre vous attendent, la partie du budget prévisionnel. On va parler de revenus, de charges fixes, de charges variables, de reste à vivre et surtout de reste à investir. Pour ce faire, ça se passe une nouvelle fois sur Excel et je t'ai construit un petit fichier détaillé dans lequel on va retrouver nos deux profils. Si tu déroules le fichier Excel, tu vas te rendre compte que pour chaque cas, j'ai fait 2 scénarios, un minimaliste et un maximaliste. Le scénario minimaliste, ça va être le cas le plus frugal où chaque poste de dépense va être optimisé et réduit au maximum. Son objectif principal sera de mettre de côté un maximum pour investir. Là, on peut imaginer donc un appartement en colocation, des transports en commun au lieu d'une voiture, il sera aussi assuré au minimum.
Il fait toutes ses courses en France et détaxé. D'ailleurs, je parlerai des taxes dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Il n'a pas de loisirs payants, donc il fait de la rando, du running, de la natation, mais dans le lac. Et il ne prend pas de vacances. Au contraire, le scénario maximaliste, ça va être le scénario un peu YOLO, où l'objectif principal de vie va être de kiffer sa vie au jour le jour. Dans ce cas-là, on peut imaginer un appartement confortable, une voiture sympa en leasing, toutes les courses bio et réalisées en Suisse, un gros budget pour les restaurants et les soirées, du ski d'hiver, du golf l'été et 10 000 € de vacances par an. Enfin, pour simplifier l'étude, j'ai fait la moyenne des deux pour que ça corresponde à un maximum de gens. Si t'es plutôt d'un côté ou de l'autre du spectre, je te laisse faire un arrêt sur image ou remplir le formulaire en description pour que je t'envoie le fichier Excel directement. Donc voilà, on a nos moyennes et là je vais te redéfinir un petit peu les cas d'études. Le premier, on a toujours le cas de notre célibataire qui est Arthur et qui fait le choix de vivre en France à gauche et en Suisse à droite. Dans le deuxième cas, j'ai tout le temps notre profil numéro 2 de Maxime et Marion qui sont mariés avec un enfant. En Suisse, le Pacs n'étant pas reconnu, ils sont obligatoirement mariés pour correspondre à un seul foyer fiscal. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur la notion de reste à vivre. Pour certains, le seul objectif de venir en Suisse et d'augmenter leur salaire, ça va être de construire un patrimoine. Et donc le reste à vivre, finalement, on n'en a pas grand-chose à faire. Ce qui compte, in fine, c'est le reste à investir. C'est-à-dire les revenus, moins les charges fixes, c'est-à-dire les abonnements et toutes ces charges auxquelles on ne peut pas échapper, comme les impôts ou un loyer par exemple, les charges variables qui elles vont être beaucoup plus liées au lifestyle de chacun, et c'est seulement en déduisant toutes ces charges des revenus qu'on va avoir le restant à investir. Et je vais pas faire plus de suspense que ça, voici les résultats de cette étude. Pour le cas d'Arthur, notre cas numéro 1 de célibataire, on voit qu'en tant que frontalier, il va avoir une capacité d'épargne de 44%. Et qu'en tant que résident suisse, il va tout de même avoir une capacité d'épargne de 33%. Pour rappel, la capacité d'emprunt moyenne en France est de 17%. C'est-à-dire que même vivant dans un pays dans lequel les charges sont beaucoup plus élevées qu'en France, il va pouvoir mettre de côté 2 fois plus en pourcentage que son homologue français. Voilà, j'aime bien. Et là, on voit aussi des deux côtés du spectre que si Arthur adopte un mode de vie ultra frugal en France, il va pouvoir avoir une capacité d'épargne de 63%, ce qui est énorme, alors que si Arthur est dans l'optique de tout claquer en résidence suisse, il peut lui rester seulement 7% de capacité d'épargne. Et pour notre profil numéro 2, le profil familial, on voit qu'ils vont pouvoir mettre 35% de leurs revenus de côté s'ils vivent en frontière, alors qu'ils pourront en mettre 15% s'ils vivent en Suisse. En conclusion sur la partie du reste à vivre, on peut voir que peu importe votre style de vie, qu'il soit frugal ou dépensier, il y a un avantage notoire à vivre en frontière sans grande surprise. Néanmoins, ce que je voulais aussi souligner avec cette étude, c'est que même en vivant en Suisse, vous allez pouvoir, en fonction de votre rythme de vie, avoir un reste à investir très conséquent. Ah non, pas encore! Désormais, si vous vous projetez travailler en Suisse sur un horizon de terme relativement long, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, vous allez potentiellement un jour changer de travail et éventuellement profiter du chômage. Si on fait un petit zoom sur le chômage, je vous ai rassemblé les 4 facteurs qui rentrent en jeu lorsque vous allez faire votre demande de chômage, c'est-à-dire l'éligibilité, le montant, la durée et les éventuelles spécificités. Et là, ça dépend pas de l'endroit où vous travaillez, mais bien de l'endroit où vous vivez, et donc il y a bien une différence entre le résident suisse et le résident français. Si vous êtes résident suisse, vous allez être éligible au chômage suisse à partir de 12 mois travaillés sur les 24 derniers mois. Le montant de l'allocation chômage est de 70% du revenu brut, jusqu'à 80% dans certains cas, comme par exemple si vous êtes parent isolé. Vous allez donc avoir le droit au chômage pendant 18 mois. Je vais prendre l'exemple d'un célibataire qui a moins de 53 ans et qui gagne toujours 120 000 francs suisses par an. Il va toucher une allocation de 7 370 € brut pendant 18 mois. Into the mouth. Nice. En France, c'est très différent, il suffit d'avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers, et le montant est compris entre 40 et 57% de l'ARE. Pour calculer l'ARE, l'aide au retour à l'emploi... En résumé, pour notre frontalier, il aura une allocation de 6 050 € brut pendant les 6 premiers mois, puis de 4 230 € brut pendant les 12 prochains mois. Si vous êtes résident suisse, vous allez donc pouvoir percevoir un chômage au maximum 75% plus élevé que si vous étiez frontalier. Et pour le point du chômage, c'est donc largement la résidence suisse qui l'emporte. Petite pause dans cette vidéo pour te rappeler que tu peux t'abonner pour soutenir la chaîne, ça me boosterait énormément pour continuer à en faire plus. C'est reparti. Maintenant, si vous pensez rester en Suisse sur moyen à long terme, je vous propose de vous pencher sur les principales différences en termes d'investissement. Déjà, pour tout investissement, il va y avoir la notion de risque qui va être à prendre en compte. En Suisse, le risque est réputé comme faible grâce notamment à la stabilité politique du pays. Qui dit stabilité politique, dit stabilité économique et donc une stabilité, voire une force de la monnaie locale. Comme on peut le voir sur ce graphique, depuis les 5 dernières années, l'euro a perdu près de 10% de sa valeur face au franc suisse. Si vous êtes un investisseur aguerri ou si vous pensez à l'avenir, ça peut être le
le bon moment de mettre en place une diversification financière en détenant du franc suisse plutôt que de l'euro. D'ailleurs, rien qu'en travaillant en Suisse, vous allez dans tous les cas cotiser en franc suisse et donc ça c'est super sur le long terme. Mais on reviendra sur la partie des retraites juste après. Du côté des institutions françaises, il n'y a pas besoin de refaire le tableau entièrement. On a une dette record, une monnaie qui fond comme neige au soleil et une instabilité politique notoire. Toutes les politiques monétaires européennes. Tous les mois, la Banque Centrale Européenne va injecter 60 milliards d'euros dans l'économie. Nous poussent légitimement à se poser la question, qu'est-ce que deviendra l'euro dans 25 ans? C'est une bonne question. J'avoue que là, j'avance un peu à tâtons. Désormais, en France, on ne peut pas parler d'investissement sans parler d'immobilier. Et en France, l'immobilier, par rapport à un certain nombre de pays dans le monde, c'est quand même très accessible. Néanmoins, année après année, dû à la gestion du budget chaotique de la France et d'une dette inarrêtable, on voit petit à petit les niches fiscales immobilières de moins en moins intéressantes, comme par exemple le LMNP qui a subi une actualisation début 2025 et l'investissement en Pinel qui a posé sa dernière brique l'année dernière. Pour ce qui est de l'accès à l'immobilier en Suisse, c'est très compliqué. À partir du moment où il faut au moins 20 ou 25% d'apport, et en plus, en tant que propriétaire de votre logement en Suisse, même si vous en faites votre résidence principale, vous allez devoir payer un impôt sur le revenu fictif que vous toucheriez si jamais vous loueriez votre bien à un tiers. Maintenant, la logique d'une RP en Suisse est totalement différente, étant donné que le but, c'est de faire rouler sa dette sans jamais rembourser l'intérêt. C'est un phénomène très particulier qu'utilisent les Suisses et assez complexe à comprendre en tant que Français parce que c'est une logique totalement différente. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me la dire, je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Enfin, dernier pilier, on parle des investissements, on parle naturellement des plus-values et comment vont être imposées ces dernières. On voit une exonération en Suisse sur les plus-values mobilières, alors qu'en France, on a la flat tax, avec néanmoins certains véhicules d'investissement comme le PEA et l'assurance vie qui permettent certes de réduire significativement l'imposition sur les plus-values, mais on est quand même loin du zéro côté suisse. Et là, je vous propose de vous pencher rapidement sur une petite étude comparative pour voir l'impact de cette non-imposition sur les plus-values en tant que résident suisse. Dans le premier cas, on va prendre quelqu'un qui investit 2000 € par mois en bourse, dans du MSCI World par exemple. On a donc un rendement brut annualisé de 8% par an et un taux d'imposition de 30%. Après 30 ans, on voit que cette personne aura investi 720 000 € de sa poche et aura fait une plus-value de 585 000 €. Maintenant, si on fait exactement la même simulation, mais en remplaçant le taux d'imposition à 0%, on voit que cette personne aura toujours fait 720 000 € d'investissement de sa poche, mais cette fois-ci, la plus-value nette s'élèvera à 835 000 €. Sur cet exemple d'investisseur concret, on voit donc une différence de performance de 250 000 € net qui se serait évaporée en tant que résident français. On voit donc que pour un profil d'investisseur en immobilier, c'est le statut de frontalier qui l'emporte, mais que si vous êtes plus actif financier, mobile donc, vous serez mieux en tant que résident suisse. La seconde option ayant une barrière à l'entrée beaucoup moins élevée, je fais donc pencher la balance très légèrement côté résident suisse. Et le tout dernier point qu'on va voir sur le très long terme, c'est pour les retraites. Là pour le coup, c'est pas comme pour le chômage où ça dépend de votre lieu de vie, mais ça dépend de lieu où vous travaillez. Et donc dans tous les cas, vous allez cotiser à la retraite suisse, que vous soyez résident suisse ou frontalier. Ceci étant dit, on a quand même le droit de se pencher sur l'estimation de votre retraite que vous aurez si vous faites une carrière en Suisse contre une carrière en France. La première grosse distinction, c'est qu'en France, on a un système par répartition, alors qu'en Suisse, on a un système hybride entre la répartition et le système de capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le système de répartition, c'est quand à la fin du mois, on va prendre ce que Timothée, 26 ans, paye pour la retraite, et on va le reverser directement à Tati Daniel, 76 ans. Et là, on voit que c'est un système qui fonctionne, qui peut perdurer dès lors que le nombre de cotisants, c'est-à-dire le nombre de Timothée, est assez élevé pour payer toutes les Tati Denise. Néanmoins, si l'espérance de vie grandit et qu'on a beaucoup plus de Tati Denise que de Timothée, c'est tout le système qui commence à dérailler. Pour résumer en une phrase, on a les nouveaux entrants sur le marché du travail qui vont payer les premiers arrivés dans le système. C'est ce qu'on appelle plus communément un système de Ponzi. Tu vas avoir des gros problèmes, toi. Mais pourquoi? Oh putain, j'aimerais pas être à ta place. Mais j'ai le conseil. Oh putain, ils vont te zigouiller. Ceci étant dit, faut que je vous explique comment la retraite en Suisse fonctionne. En Suisse, on n'a ni un système de répartition, ni un système de pure capitalisation, mais un système hybride. Comme je vous le disais, il y a trois piliers. Le premier, l'AVS, l'assurance vieillesse et survivants, est prélevé obligatoirement par l'État sur tous les salaires, payé en partie par l'employeur et l'employé, et versé directement aux retraités. Le deuxième pilier, lui, qui est appelé LPP, loi sur la prévoyance professionnelle, est une prévoyance réservée donc aux personnes qui travaillent, qui est majoritairement obligatoire avec la possibilité d'avoir une part optionnelle. Là aussi, on voit que la cotisation est faite par l'employé, mais aussi par l'employeur. Cette fois-ci, l'argent que vous allez cotiser dans ce second pilier vous appartient et il ne va pas vous attendre là sans rien faire.
il va être placé et investi. De plus, on a le troisième pilier qui s'appelle le pilier 3A, la prévoyance individuelle déductible, qui permet de faire des versements optionnels et de déduire un plafond légal de vos revenus. C'est la même chose qu'on retrouve du côté du plan d'épargne retraite côté français avec des plafonds plus élevés. D'ailleurs, dans ce pilier 3A, il est possible d'investir sur des ETF divers, en gestion libre et même sur un ETF Bitcoin si vous le souhaitez. Imaginez qu'en Suisse, vous allez pouvoir investir jusqu'à 6 ou 7 000 euros par an que vous allez pouvoir déduire de vos revenus, les investir sur du Bitcoin et en plus avoir 0 € d'impôt sur les plus-values. C'est quand même assez lunaire, non? Et là, je t'ai mis un exemple, mais au lieu de sortir des chiffres sortis de mon chapeau, tu connais la musique, on va passer sur Excel. Même chose, si tu veux que je t'envoie l'Excel, n'hésite pas à remplir le formulaire dans la description. Donc là, pour mon exemple, j'ai pris une inflation moyenne de 2% par an, salaire de base de 90 000 francs suisses, c'est le salaire de sortie d'école d'un bac plus 5 en IT ou en finance. Et je vais prendre une augmentation de salaire de 4% par an que je vais corriger de l'inflation. On va donc se pencher sur le premier pilier, on retrouve notre cotisation par l'employé et par l'employeur qui va se cumuler au fil du temps. Une fois à la retraite, notre employeur et nous aurons cotisé un certain montant. Ce montant n'est malheureusement pas retirable, mais on va pouvoir en retirer une rente jusqu'à la fin de sa vie. Pour limiter les hypothèses, j'ai pris en considération quelqu'un qui partirait à la retraite aujourd'hui, après avoir cotisé toute sa vie en Suisse. Si en moyenne vous avez cotisé sur une base de salaire de plus de 88 000 francs par an, vous allez pouvoir toucher le plafond de l'AVS, c'est-à-dire 2573 francs par mois. Maintenant, on va regarder le deuxième pilier, le pilier du LPP, et là, on va voir que la cotisation est tout le temps versée par l'employé et par l'employeur, avec une petite spécificité cette fois-ci, puisque certains employeurs, pour attirer des talents, décident de verser plus que la cotisation minimale légale. Donc par exemple, dans une société qui verserait 2 fois le montant minimum, un employé verserait en début de carrière 3,5% de son salaire brut et son employeur verserait à peu près 7%. Maintenant, pour la durée de vidéo, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur le plafond du LPP ainsi que les déductions de coordination, mais je vous invite à vous renseigner sur Internet si ça vous intéresse. Cette année, vous êtes désormais à la retraite, c'est super, et votre argent a travaillé pour vous tout au long de votre vie. Pour être très protectionniste, j'ai pris un taux d'intérêt à 2%, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui compense uniquement l'inflation. Après avoir cotisé 43 ou 44 ans en fonction de si vous êtes une femme ou un homme, vous allez donc avoir un petit pactole de 520 000 francs suisses sur un compte, et là vous allez avoir deux options disponibles. La première option, ça va être de payer 10% d'impôt dessus et de se faire un retrait en capital pour financer des vacances ou acheter un appartement pour son petit-fils. La deuxième option, ça va être d'abandonner ce montant et d'en tirer une rente qui va dépendre du taux de conversion. Le taux de conversion, lui, est calculé en fonction de l'espérance de vie et va dépendre de la société qui gère votre second pilier. Par exemple, pour mon LPP personnel, si j'étais à la retraite aujourd'hui, il serait de 5,6% par an. Je vais donc toucher 5,6% de mes 520 000 francs tous les ans, divisé par 12, ce qui fait 2425 francs suisses. Attention, à partir du moment où vous décidez de l'avoir sous forme de rente, votre argent ne travaille plus alors que l'inflation, elle, continue d'avancer. C'est pour ça que les rentes mensuelles diminuent au fil du temps, puisque je le rappelle, j'ai corrigé l'inflation. Alors que pour l'AVS, lui, la rente va être ajustée tous les ans de l'inflation. Il y a aussi la possibilité de partir à la retraite plus tôt, mais comme votre espérance de vie va augmenter, le taux de conversion va lui diminuer. Si vous partez à la retraite par exemple à 57 ans, vous allez avoir un taux de conversion de 4,2% par an jusqu'à la fin de votre vie. Pour le taux de conversion, on peut facilement valider l'espérance de vie qui est actuellement utilisée. Par exemple, à partir de combien de temps il me faudrait pour récupérer ces 520 000 euros. On voit qu'on tombe sur une espérance de vie de 83 ans. Donc en une phrase, si vous espérez vivre plus de 83 ans, vous avez tout intérêt à prendre la rente. Et si vous sentez que vous n'allez pas faire long feu, vaut mieux prendre directement le capital. Le troisième pilier, lui, on l'a vu, c'est une cotisation purement optionnelle et donc l'employeur, lui, ne participe pas du tout. Pour cette hypothèse, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui aurait mis le plafond tous les ans sur les 40 dernières années, même si le fonds n'existait potentiellement pas il y a 40 ans. Et là, la particularité du troisième pilier, c'est que vous avez le choix d'investir là où bon vous semble. Pour faire simple, j'ai pris un taux d'intérêt moyen à 4%, mais là, je vous laisserai faire vos simulations si vous le souhaitez. Après 40 ans, on a un petit pactole de 416 000 francs suisses, et on a encore une fois la possibilité de faire un retrait de ces 416 000 francs suisses après une déduction de 10% d'impôt dessus, ou de se faire verser une rente, pareil, avec un taux de conversion propre au fonds dans lequel vous avez investi votre troisième pilier. Les plus connus, c'est FinPension ou VIAC. Moi, personnellement, j'utilise FinPension et le taux de conversion annuel est de 6%. Attention, si vous choisissez la rente, elle ne sera pas non plus ajustée de l'inflation. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte dans le troisième pilier, c'est que vous avez versé 278 000
francs suisses que vous avez pu déduire de vos revenus. On l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure sur les impôts. Notre profil numéro 1 a une TMI d'à peu près 28%. Et donc, tout au long de notre vie, on a pu récupérer 28% de ces 268 000 francs suisses en déduction d'impôts. Et là, si je pousse le bouchon encore plus loin, on se dit que cette déduction d'impôts qu'on va récupérer, on va finalement l'investir, elle, sur un compte d'investissement. Moi, personnellement, j'utilise Interactive Brokers et là, on va pouvoir prendre un peu plus de risques avec un taux à 8%. Et là, au bout de 40 ans, on a un petit pactole de 310 000 francs suisses. Et là, pour le coup, il n'y a plus de taux de conversion. On va pouvoir se verser un taux de retrait de 3%, c'est-à-dire tous les ans, revendre 3% de notre enveloppe totale, ce qui fera là encore un complément notoire sur sa rente future. Bon, le dernier point, il est assez avancé. Il y a un moment où il faut aussi profiter de sa vie et dépenser son argent. Donc, si on part sur uniquement les 3 premiers piliers, pour avoir une rente de 7 000 francs suisses la première année, puis qui s'amenuisera petit à petit dans le temps à cause de l'inflation. Donc, sur Excel, je vous ai proposé le point de vue maximaliste assez optimisé, mais à minima, vous allez pouvoir estimer avoir une retraite de 4 500 francs suisses bruts par mois. En France, si je prends un salaire 2 fois moins élevé, c'est-à-dire de 60 000 € annuels, qui aurait cotisé tous ses trimestres et ses 25 meilleures années à une moyenne de 70K par exemple, on serait sur une base de retraite de 2 800 € bruts par mois. Soit là encore une différence de 70% en faveur du régime de retraite suisse. Petite parenthèse pour clôturer ce point sur les retraites. En Suisse, les déblocages anticipés sont possibles. Pour la résidence principale, il est possible de débloquer son second et son troisième pilier. Et en tant que frontalier, c'est uniquement possible pour le deuxième pilier. Si vous quittez la Suisse pour rejoindre un autre pays de l'Union européenne, vous n'allez pas pouvoir récupérer les montants sur votre premier pilier, mais vous allez pouvoir les récupérer sur votre second et troisième pilier. Si vous faites une mobilité et que vous quittez l'Union européenne, là, il y a des cas où votre premier pilier, en plus du deuxième et du troisième, va pouvoir être débloqué entièrement. Maintenant, si vous n'avez pas travaillé en Suisse toute votre vie, vous allez quand même toucher à la retraite la portion qui vous est due au prorata de ce que vous avez travaillé en Suisse. Et le jour où vous allez partir à la retraite, si jamais vous avez travaillé dans plusieurs pays de l'Union européenne avec des durées différentes, là, il va y avoir un calcul qui va se lancer entre la somme de toutes les rentes dans tous les pays que vous avez travaillé ou une rente obligataire avec un autre mode de calcul. Et c'est la rente la plus élevée qui va être maintenue pour votre retraite. Enfin, je suis obligé de le préciser avant de clôturer cette partie sur la retraite. Personnellement, j'ai du mal à imaginer que le système puisse tenir aussi longtemps et je m'attends à une réforme assez drastique de tout ce système. Si vous avez la vingtaine aujourd'hui, il y a quand même de fortes chances que vous ne revoyez jamais tout ce que vous avez cotisé pour la retraite française. Et si j'étais vous, je commencerais d'ores et déjà à épargner et encore mieux investir pour votre propre retraite. Donc, pour les retraites, il n'y a pas d'avantage notable entre le résident suisse et frontalier, je le rappelle, car dans tous les cas, vous allez cotiser à la retraite suisse. Néanmoins, la balance penche légèrement vers la résidence suisse pour la seule et unique raison que les défiscalisations liées au pilier 3A sont réservées aux résidents et sont plus efficaces que ceux liés à l'équivalent, le PER, pour le frontalier, tant en termes de plafond que d'options. On vient donc de boucler le dernier chapitre sur les finances. Bravo à toi si tu es encore là. Pour placer le curseur cette fois-ci, ça va vraiment dépendre de ton horizon de temps et de ton agilité financière. Si ton objectif c'est d'avoir la capacité d'endettement pour pouvoir acheter des appartements en France ou alors construire un apport rapidement pour financer un projet, alors je te conseille de vivre en frontière. Maintenant, si ton objectif de vie c'est de vivre un peu plus sereinement sans te préoccuper de ta retraite ou alors de ce qui se passera si tu perds ton travail, alors je te conseille la Suisse. Là, je dois aussi préciser deux cas particuliers qui s'ajoutent à ça. Déjà, si tu décides de vivre en Suisse et que tu n'es pas marié ou que tu es pacsé, alors étant donné que le Pacs n'est pas reconnu en Suisse, tu vas payer les impôts plein pot et là, ça peut réduire un peu l'avantage d'être résident suisse. Le deuxième cas, c'est si tu as une grosse plus-value latente mobilière en dessous de l'exit tax. Dans ce cas-là, à court terme, c'est beaucoup plus avantageux de passer par la case résidence suisse. En résumé, rapidement sur l'exit tax, si la somme de tes positions ouvertes est inférieure à 800 000 €, alors tu ne payes pas de taxes quand tu passes de la France à la Suisse. Si la somme de tes positions ouvertes est supérieure à 800 000 €, tu vas devoir attendre 2 ans minimum avant de les clôturer. Sinon, tu vas devoir payer la flat tax sur toutes tes positions ouvertes comme si tu les avais fermées le jour où tu quittes la France. Et enfin, si la somme de tes positions ouvertes est supérieure à 2,7 millions, tu vas devoir attendre cette fois-ci 5 ans. Sinon, flat tax. Donc théoriquement, ceci n'est pas un conseil en investissement. Si tu as mis 1000 balles sur un coin à tête de singe en 2020 et qu'il a fait x700 depuis, il te suffit théoriquement de postuler à McDonald's pour avoir le titre de séjour suisse de résident, puis de clôturer toutes tes positions dans la foulée pour ne pas payer d'impôts sur tes plus-values. Puis si tu le souhaites, tu pourras retourner l'année d'après, retourner en France et acheter autant de coins à tête de dinosaure que tu le souhaites. Pour conclure la vidéo, je te propose qu'on se rappelle la question qu'on s'est posée au tout début de celle-ci. Est-il préférable pour moi de vivre en Suisse ou en France en tant que travailleur en Suisse? Avec tout ce qu'on vient de se dire au préalable.
Si vous valorisez la qualité de vie, alors je vous conseille très fortement d'aller vivre en Suisse. Et si vous valorisez plutôt votre sécurité financière, cela dépendra de vos objectifs personnels et on a vu ensemble deux options. Si vous avez des objectifs financiers à court terme, alors je vous conseille de vivre en frontière et si vous avez des objectifs financiers à moyen ou à long terme, je vous conseille de vivre en Suisse. Au-delà de tous ces objectifs financiers qu'on a vus ensemble, l'objectif pour moi, c'est pas non plus d'être riche pour être riche, mais principalement de se libérer de l'emprise que peut avoir l'argent sur nous, tout en essayant de profiter de la vie sur le chemin. Enfin, tout au long de cette vidéo, on a énoncé quelques questions structurelles que je t'invite désormais à te reposer. Dans quel pays et dans quel climat social penses-tu qu'il est préférable d'élever un enfant ? Quelle est, selon toi, la probabilité pour que tu aies une retraite en France dans les 30 prochaines années ? Quelle est, selon toi, la probabilité que l'euro s'effondre dans les 30 prochaines années? Et dans quelle monnaie préférerais-tu avoir toutes tes économies d'une vie le jour où ça arrivera? Enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment, quelle est la probabilité, selon toi, dans les 30 prochaines années, que la France soit amenée à participer à un conflit armé? Et dans quel pays préférerais-tu résider, voire être citoyen, le jour où ça arrivera? Je te laisse avec tout ça, c'était Crispy. A plus. Cette vidéo est désormais terminée. Dis-moi en commentaire si t'es plutôt team frontalier ou résident suisse et surtout pour quelle raison. La prochaine vidéo de cette série te présentera toutes les actions à réaliser pour faire ta mobilité en Suisse, que tu sois frontalier ou résident suisse. En attendant, dans la vidéo précédente, je t'aide à savoir si travailler en Suisse est fait pour toi et quel salaire tu vas pouvoir estimer avoir une fois en Suisse. Je t'invite à aller la checker si c'est pas déjà fait. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à claquer ton plus grand like et à t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, à très vite, c'était Crispy. Ciao.